elle a vu un homme qui tenait une petite fille dans ses bras. I'm sure you have beaten yourself up many times over that. You know, I can persecute myself every day about that and I feel awful. Un gros update très important dans cette affaire quand un suspect vraiment intéressant a été identifié. It's been now 24 years since the 9-year-old girl went missing, and now a renewed search and the discovery of a potential clue has reignited belief there may finally be some answers. Ils ont fouillé partout dans la maison, dans les cabanons, dans notre cour. She told me that if I would have kept my mouth shut, things might have worked out in the family, and I believed that she was going to kill us. Ça a dû tellement être un choc énorme de dire « ça c'est votre fils, il est mort ». Il s'est enlevé la vie il y a plusieurs années. The man that killed my mom is going to jail. It's great news to us. It's great news. It's better than sitting here saying, well, what are they doing? C'est finalement aujourd'hui que les proches de Jessie Duchesneau, 19 ans, ont obtenu une partie de la réponse. Madison Roy Boudreau was reported missing by her father. I can see you're getting pissed off. I am pissed off. Did you not see my wife? Did you not see these two girls dead? No, that's what happened. You got pissed off, Adam. Drag them down, Bill, and you killed. Allô Internet! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo update. Donc, je vais faire des petites mises à jour sur des cas dont j'ai déjà parlé. Ça devient mélangeant parce que là, je dois regarder mes anciennes vidéos update pour voir si j'ai déjà parlé de ces mises à jour-là. Des fois, j'en ai parlé en story, fait que je suis comme un petit peu mélangée. Mais je pense que c'est toutes des mises à jour assez récentes, là. Là, au moment où je filme, on est au mois de juillet, la vidéo va sortir comme dans 2-3 semaines. J'espère qu'il n'y aura pas de nouveaux updates d'ici là. Si oui, je vais l'écrire dans la barre d'infos, je vais le partager sur Instagram. Voilà. Pour ces vidéos update, je mets toujours les anciennes vidéos que j'ai faites sur le sujet. Par exemple, là, je vais parler de Maddie McCann. Ma vidéo sur Maddie McCann date depuis le début de ma chaîne, là. C'était comme dans les premières vidéos que j'ai faites. Je vais mettre le lien de cette vidéo-là dans la barre d'infos, mais sinon, je vais quand même faire un petit résumé avant chaque update. Mais je sais qu'il y en a qui aiment ça, aller revisionner toutes mes anciennes vidéos. Voilà, donc avant de passer à cette affaire, à ces mises à jour, on va passer au sponsor rapidement. Avant de continuer, j'aimerais remercier le sponsor de cette vidéo qui est NordVPN. Pour ceux et celles qui l'ignorent, qu'est-ce qu'un VPN? En fait, un VPN, c'est l'abréviation de Virtual Private Network, donc réseau privé virtuel en français, un service qui protège votre connexion Internet et votre confidentialité en ligne. Les VPN créent un tunnel chiffré pour vos données, protègent votre identité en ligne en masquant votre adresse IP et vous permet d'utiliser les points d'accès Wi-Fi publics en toute sécurité. C'est surtout pratique si, comme moi, vous trimballez votre ordinateur portable un peu partout, parce que moi, dès que j'ai un moment de libre, que ce soit dans les aéroports, les gares de train, les hôtels, les cafés, les restaurants, NordVPN protège vos données parce que quand tu utilises le Wi-Fi public, en fait, ça te met plus à risque, justement, de te faire pirater carrément ou de vous faire voler vos données personnelles. Parce qu'aujourd'hui, en 2025, la sécurité de vos informations est primordiale et grâce à NordVPN, vous avez une sécurité de plus qui protège vos données puis vos informations personnelles. Et ce qui est cool, c'est que vous pouvez protéger jusqu'à 6 appareils différents avec un seul compte. Donc, télévision, ordinateur portable, iPad, téléphone, le téléphone de votre mari, de votre femme. Tout ça, c'est protégé grâce à un seul compte. Ce qui est cool aussi, c'est que NordVPN vous offre une garantie de 30 jours sans risque et si vous n'êtes pas satisfait, vous serez remboursé. Mais je crois que dès que vous avez pris l'offre, vous serez satisfait et vous n'aurez aucune envie de vous faire rembourser. Mais là, j'en profite pour vous parler d'une promotion super cool. En vous abonnant à NordVPN durant 2 ans, vous obtiendrez 4 mois supplémentaires gratuits ainsi qu'un gros rabais. Vous n'avez qu'à utiliser mon code promo Victoria Charlton VPN ou à cliquer sur le lien dans la barre d'infos. Profitez-en car c'est une offre limitée. Et maintenant, passons à la vidéo. This is not a test.
La disparition de Madeleine McCann en 2007. Elle a vu un homme qui tenait une petite fille dans ses bras et qui marchait d'un sens opposé. Puis il tenait une petite fille blonde, il avait l'air de marcher quand même assez rapidement et de la tenir d'une façon inconfortable. Une petite fille blonde en pyjama rose. Elle s'est pas vraiment posé de questions sur le coup, elle dit c'est parce qu'elle a dit que c'est un resort, peut-être qu'il l'amenait d'un endroit à un autre, peut-être qu'elle s'est endormie au restaurant, je sais pas, c'est ça. Dans un resort, c'est le genre de truc que tu vois assez souvent. Mais elle a vu ça. Et un couple aussi a vu justement la même chose, un homme avec une petite fille blonde en pyjama dans les bras s'en allait dans la direction de la plage. Madeleine McCann a disparu en 2007 et c'est vraiment une affaire qui a carrément marqué le monde entier. Moi, je pense que c'est la disparition la plus célèbre, entre guillemets, dans le monde entier. Tout le monde est au courant de cette affaire. Elle est très intrigante. Moi, j'en ai parlé en 2017 sur ma chaîne. C'était l'une des premières affaires que j'ai couvert ici. Puis, depuis 2017, là, vraiment, à chaque année, il y a des nouveaux développements sur cette affaire, que ce soit un nouveau livre, un nouveau documentaire, un nouveau suspect, une nouvelle arrestation. Fait qu'il y a beaucoup de mises à jour, mais là, je pense que pour la première fois, là, on est très près du but, soit de connaître le coupable hors de tout doute, ou de trouver le corps de Madeleine McCann, parce qu'à ce stade-ci, on est pas mal sûr qu'elle est décédée. Donc, je crois que depuis quelques mois, là, on est vraiment sur le point de découvrir la vérité et de carrément retrouver son corps. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette affaire, ça me surprendrait parce que si tu regardes des vidéos YouTube de True Crime, si t'aimes le True Crime moindrement, c'est sûr que tu connais cette affaire, mais je vais vous faire un résumé là, pour vous rafraîchir la mémoire. Madeleine McCann, âgée de 4 ans, a disparu le 3 mai 2007 lors d'un voyage au Portugal avec sa famille. Pendant que ses parents et des amis de la famille mangeaient, soupaient dans un petit restaurant qui était pas loin de l'hôtel, Madeleine McCann a été laissée seule dans sa chambre. Madeleine, seulement âgée de 4 ans, elle était seule dans sa chambre d'hôtel avec ses petits frères et sœurs qui sont des jumeaux jumelles, âgés seulement de 2 ans. Ses parents ont été énormément critiqués pour ce geste un peu bizarre là, de laisser ton enfant seul à la chambre d'hôtel pendant que tu vas souper. Mais bon, ils se sont déjà assez fait lancer de pierre, on va pas retourner là. I'm sure you have beaten yourself up many times over that. You know, I can persecute myself every day about that, and I feel awful that we went there. Donc, pendant qu'elle était seule dans sa chambre, Madeleine McCann s'est fait kidnapper à même la chambre et encore aujourd'hui, cette affaire a été résolue. Mais je crois que très vite, on va savoir ce qui s'est passé réellement. En 2020, il y a eu un gros update très important dans cette affaire quand un suspect vraiment intéressant a été identifié. Donc, c'était un homme dans la quarantaine, un homme allemand, un pédophile notoire nommé Christian Brockner, qui était déjà en prison pour le viol d'une femme américaine de 72 ans qui séjournait dans la région de Algarve, au Portugal, l'endroit exact où Maddie McCann s'est fait kidnapper. Pourquoi c'est un suspect intéressant? En fait, il y a tellement de raisons, mais quand tu entends l'énumération des différentes raisons, tu te dis, ben c'est sûr que c'est lui, là. Il n'y a pas de question. Plusieurs raisons, là. Il séjournait à Algarve, je ne sais pas si je l'ai dit comme il faut, mais il séjournait à cet endroit durant l'enlèvement de Maddie McCann. Il vivait dans un petit VR, là. Il avait aussi dit à sa petite amie du moment qu'il avait une job à faire à Praia da Luz le jour de la disparition de Maddie. Praia da Luz, c'est vraiment où elle était durant sa disparition. Donc, on peut sous-entendre que c'était prévu d'avance. Aussi, son téléphone cellulaire a été géolocalisé à côté de la chambre de Maddie McCann 5 minutes avant l'enlèvement. Donc, il y a d'autres raisons, mais ça, c'est les raisons principales. Évidemment, pour les policiers, on est sûr que c'est lui, mais là, ils veulent trouver toutes les preuves pour pouvoir l'arrêter et l'inculper, vraiment, sans qu'il y ait de doute, là. Sans qu'il y ait un moyen que ses avocats trouvent une façon de l'innocenter, finalement. Puis, on souhaite retrouver éventuellement des ossements avant de l'amener en cours. Et là, tout récemment, en 2025, les enquêteurs ont réellement mis les bouchées doubles pour pouvoir trouver toutes les preuves disponibles parce qu'il va être libéré de prison bientôt.
Il avait été condamné à 7 ans de prison pour le viol de cette dame âgée de 72 ans. Il a été envoyé en prison, mais là, il va être libéré sous peu. Donc, en attendant, on continue à fouiller les endroits où il était, des terrains près de son VR, justement, pour trouver les ossements avant qu'il soit libéré et qu'il puisse faire un move, soit aller cacher des items importants. Ça a porté fruit, heureusement, car il y a de nouvelles preuves qui ont été retrouvées chez le suspect. Il y a des clés USB et des disques durs qui ont été retrouvés enterrés sous les ossements du chien de Bruckner. Les disques durs contenaient du matériel pornographique de viol sur des enfants, mais aussi des récits de viol et d'enlèvement d'enfants qui avaient été écrits par Bruckner lui-même. On a aussi retrouvé plus de 70 maillots de bain pour enfants, ainsi qu'un vélo pour enfants, des jouets, des armes et des masques chirurgicaux. C'est extrêmement troublant. Donc, on suit ça de près. C'est ce qu'on a pour le moment comme information. D'après moi, là, il va y avoir des développements sous peu. Moi, je suis ça de près. J'en parle sur mes médias sociaux. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Facebook. Et voilà, je pense qu'on va avoir une résolution très bientôt. Et maintenant, passons à la deuxième affaire. La disparition de Asha Degree en 2000. Évidemment, tu vois une petite fille de 8 ans marcher seule à 4 heures du matin sous la pluie et Asha n'était pas bien habillée. Il faisait froid. C'était vraiment inquiétant. Donc, il a fait demi-tour, mais Asha s'est comme enfuie dans le boisé, dans la forêt. Fait qu'il a comme pas pu lui parler ou lui dire genre embarque avec moi. Et c'est comme si elle voulait pas qu'on la voie, c'est bizarre. On va continuer dans la même thématique si on veut, soit la disparition / possible enlèvement d'enfants. Très médiatisé, là, on parle de l'affaire de Asha Degree, une petite fille âgée de 9 ans seulement qui a disparu en 2000. C'est une affaire qui m'a longtemps obsédée, même encore aujourd'hui, là, j'y pense beaucoup. Et il y a eu des développements tellement importants. C'est fou, c'est zéro à quoi je m'attendais, là. C'est très capoté. J'ai pas d'autres mots. It's been now 24 years since the 9-year-old girl went missing, and now a renewed search and the discovery of a potential clue has reignited belief there may finally be some answers. Pour vous faire un court résumé, ça s'est passé dans la ville de Shelby, en Caroline du Nord. Donc, dans la nuit du 13 au 14 février 2000, la petite Asha Degree, de seulement 9 ans, a fait une fugue de chez elle. Donc, elle a pacté ses effets personnels et elle s'est enfuie de chez elle pour des raisons inconnues. Donc, encore aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qui l'a poussée à fuguer. Là, c'était la Saint-Valentin. Est-ce que c'est une raison pour avoir fugué? Il y en a qui pensaient que peut-être qu'elle allait rencontrer quelqu'un en vrai, quelqu'un avec qui elle clavardait. Peut-être qu'elle s'est disputée avec ses parents. Bref, il y a plein de raisons qu'on ignore là, pourquoi elle a fugué, mais c'est la suite qui est troublante. Donc cette nuit-là, elle a été vue en train de marcher sur le bord du boulevard par plusieurs automobilistes différents, mais après ça, plus rien. Elle a disparu. Donc ça fait déjà 25 ans de cet événement et Asha aurait 34 ans aujourd'hui. L'année suivant la disparition de Asha, il y avait son sac à dos qui avait été retrouvé à environ une quarantaine de kilomètres de l'endroit où elle avait disparu. À l'intérieur, il y avait ses effets personnels qui étaient enroulés dans des sacs de poubelle, donc un t-shirt des New Kids on the Block et un livre de Dr. Seuss qui n'appartenait pas à Asha. Donc il y avait son sac à dos qui était à elle, mais les items à l'intérieur, c'était pas les siens. Les 2 items en question avaient été analysés et on avait retrouvé des preuves ADN. En avril de cette année, les enquêteurs ont fouillé un immense terrain vide à la recherche d'indices sur la disparition de Asha. C'est un terrain où il y avait plusieurs buildings différents appartenant à un homme dénommé Roy Dedmon. Donc, il y a une famille du coin où elle a disparu qui serait impliquée dans l'affaire de Asha. Et là, toutes les preuves qu'on a contre cette famille, ça devient extrêmement weird, troublant, très dark, vous allez voir, là, c'est vraiment ça le plus fou. Tu sais, parce que tu peux t'imaginer peut-être qu'elle a été frappée par un automobiliste, peut-être qu'elle s'est perdue dans la forêt, peut-être qu'elle a été enlevée par un pédophile, peut-être que ses parents, il y avait plusieurs possibilités, mais celle-ci, je suis pas sûre que je m'attendais à cette histoire.
Donc, en septembre 2024, les enquêteurs auraient obtenu des mandats pour enquêter sur la famille Dedmon. Les téléphones de chacun des membres de la famille ont été saisis. Et la famille Dedmon, là, juste pour vous dire, était constituée du père Roy, sa femme Connie, qui ont tous les deux été identifiés comme des suspects dans la disparition de Asha Degree, et surtout leurs 3 filles. Donc, on a Annalie, Lizzie et Sarah. Donc, comment ça a commencé? C'est qu'un homme qui s'est présenté au poste de police en disant savoir qui était l'assassin de Asha Degree. En fait, cet homme, il était dans un bar et cette fameuse Lizzie, qui est une des filles de la famille Dedmon, qui était saoule et elle s'est confiée à cet homme-là qu'elle connaissait pas vraiment en lui disant qu'elle avait tué Asha Degree, que c'était elle la coupable. Et sa sœur, Sarah, qui était présente lors de cette confession, elle s'est juste tournée vers Lizzie, sa sœur, puis elle lui a dit genre carrément de fermer sa gueule, ce qui était quand même inhabituel parce que Sarah, c'était une personne plutôt calme, qui parlait pas beaucoup, mais là, elle a juste dit « Là, tu vas fermer ta gueule. » T'sais, fait que juste cette réponse-là, cette réaction-là, face à cette confession, c'est encore plus révélateur, je crois, que la confession en soi. Et là, récemment, on a pu relier l'ADN qui a été trouvé dans le sac à dos de Asha Degree sur les effets personnels de la petite à une femme du nom de Annalie Dedmon, l'une des 3 filles Dedmon, qui avait 13 ans à l'époque, et à un homme nommé Russell Underhill. Donc, les téléphones des membres de la famille ont tous été saisis et c'est là qu'on a trouvé des messages textes extrêmement incriminants. Il y en a beaucoup, je vous les ai traduits. Donc, le 10 septembre 2024, là, ça fait moins qu'un an de ça, il y a Sarah qui a écrit à sa sœur Lizzie « Il croit que c'est notre t-shirt, c'est pas son t-shirt. » Sa mère a dit que c'était pas son t-shirt. Je me rappelle pas du t-shirt, mais j'ai peur. Papa va sûrement être un suspect important. Le lendemain, le 11 septembre, Annalie, qui a écrit à sa sœur Lizzie, « Lizzie, tu n'as pas besoin de parler à qui que ce soit, je suis au bureau de l'avocat. Il nous conseille de ne pas leur parler, sans la présence d'un avocat. » Ensuite, Lizzie a écrit à son ex-mari, « Tout ça est sur le point d'empirer. J'ai un rendez-vous avec mon docteur à 17h, je vais demander quelque chose pour mes nerfs. Je suis juste tellement inquiète, tellement inquiète. Je veux dire, c'est un cauchemar qui va continuer à empirer. Je vois pas de quelle manière ça pourrait s'améliorer et je suis normalement très optimiste. » Son ex-mari a répondu « Ah non, je déteste toute cette situation. » Et elle a répondu « Il n'y a aucun moyen que ça s'améliore. » Le 12 septembre, Lizzie a écrit à Sarah « Je viens de parler à David Teddy, qui est l'avocat de la famille. La théorie, c'est que c'est moi qui l'ai fait. C'était un accident et on a essayé de le camoufler. » Sarah a répondu « Non, pourquoi ce serait toi? » Et Lizzie a fini par dire « C'est ce qu'il a dit. » Plus tard dans la journée, Lizzie a encore écrit à son ex-mari « Je me sens tellement mal, tellement mal, je sais pas quoi faire, tout ça est de ma faute. » Et son ex lui a répondu « Non, c'est pas de ta faute. » Donc, comme vous pouvez voir, c'est sûr que c'est un membre de la famille qui a tué Asha Degree. Moi, ma théorie, c'est que c'était probablement un hit and run. Les filles étaient adolescentes à cette époque-là. Là. Je vais vous dire pourquoi je crois ça. Mais je pense que l'une des filles était ado. Elle a commis une erreur, entre guillemets. Elle a tué la petite Asha. C'est possible, là. Tu sais, la petite, elle marchait sur le bord du boulevard la nuit. Fait qu'elle s'est peut-être fait frapper. Hit and run, et toute la famille a essayé de camoufler le meurtre, de faire un cover-up. Ce qui serait quand même fou parce que ça serait comme 2 circonstances complètement différentes. Premièrement, pourquoi elle a fugué, puis ça aurait même pas un lien avec sa mort, tu sais, ça serait comme 2 circonstances tellement troublantes qui a mené à son décès finalement. Donc, c'était déjà su par la police qu'il cherchait une auto verte des années 70, ok? Ça, bien avant 2024-2025, c'était déjà su à l'époque qu'il cherchait une voiture de ce type parce qu'on croyait que Asha s'était fait embarquer dans une voiture des années 70 verte, ok? C'est ce qu'on cherchait. Donc, le père Roy possédait une Thunderbird verte. À cette époque, elle a été saisie en septembre 2024 et apparemment que la nuit de la disparition de Asha, c'était Sarah, sa fille, qui la conduisait. Pour ce qui est de l'ADN du certain Russell Underhill,
Lui, il est mort en 2004, mais on croit fortement qu'il serait impliqué dans l'affaire. En fait, écoutez ça, la famille possédait des résidences de soins longue durée. Okay? C'était comme les propriétaires de diverses résidences. Et Russell Underhill, c'était un résident. Et la famille faisait des transports des résidents avec la voiture familiale, soit une Thunderbird verte. Et cette nuit-là, c'était Sarah qui conduisait la voiture, donc avec Russell. Donc, c'est possible qu'elle lui faisait un transport, elle faisait un lift. Puis là, on a trouvé de l'ADN de Russell sur le sac à dos de Asha. Donc, peut-être soit qu'ils l'ont embarqué ou soit que Sarah, encore adolescente, très jeune, elle faisait un lift, elle allait porter le fameux résident Russell. Il y a eu un hit and run et ensemble, ils ont camouflé le crime. There has to be some reason why she decided to leave in the still of the night out of her home and we were never able to determine. C'est tellement fou parce que l'affaire de Asha Degree, moi je voyais ça un peu comme l'affaire de Maura Murray, là. Je rêvais que cette affaire soit résolue un jour, qu'on sache ce qui s'est passé, mais j'étais pas sûre que ça allait arriver. Je me disais, c'est tellement mystérieux, je doute fortement qu'on sache ce qui est arrivé. Mais là, je pense qu'on sait pas mal ce qui est arrivé. Je pense que son corps ou ses ossements vont être retrouvés dans pas long, puis je pense qu'il va y avoir carrément une résolution de l'affaire très bientôt. Donc encore une fois, je vous tiens au courant, mais tout ça est extrêmement intéressant. Puis si ça peut amener justice pour la mort de la petite Asha, puis aussi pour ses parents, savoir ce qui est arrivé à leur fille, là, ça serait une très bonne nouvelle. John Doe identifié, Lyle Stevick. On retrouve le jeune homme, Lyle Stevick, pendu dans son garde-robe. Il s'est pendu avec sa ceinture. On avait son nom, bien sûr, donc Lyle Stevick, mais on s'est très vite rendu compte que son nom était en fait un alias. C'est un des personnages d'un livre de Joyce Carol Oates, donc c'est une auteure célèbre. Et dans le livre, le personnage pense beaucoup au suicide. Donc c'est comme inspiré de ce personnage pour se créer une nouvelle identité. Plus ça va, plus il y a des cas célèbres, médiatisés de John Doe, Jane Doe qui sont résolus. Donc plus ça va, l'identifier de gens décédés leur est enfin attribué. Et ça fait plaisir parce que j'ai l'impression que c'est quand même des bonnes nouvelles. Tu sais, c'est toutes des histoires tristes, évidemment, c'est toutes des histoires de meurtre. Mais quand des corps sont retrouvés, des affaires sont résolues et des corps sont identifiés, ben ça amène un deuil, ça amène une justice. Puis c'est vraiment plus une bonne nouvelle que finalement une non-résolution d'une affaire, tu sais, on s'entend. Pour ceux et celles qui se rappellent pas de cette affaire, en 2001, dans l'État de Washington, il y a un homme dans la vingtaine qui a été retrouvé pendu dans sa chambre d'hôtel. Lorsqu'il s'est enregistré à l'hôtel, la journée de son suicide finalement, il avait utilisé un faux nom, donc Lyle Stevick. C'était intriguant parce qu'on avait un corps, on avait des photos du gars, on avait de l'ADN, des empreintes digitales, un nom, mais on n'avait pas d'identité. Tu sais, c'est rare qu'on a comme l'inverse, justement, on a toutes les informations, mais on n'a pas, il nous manque un nom, un nom réel du moins. En 2018, il a enfin été identifié, puis j'avais fait une vidéo update qui disait qu'il avait été identifié, mais sa famille ne voulait pas divulguer le nom de la victime. En fait, c'était anonyme. Tu sais, oui, il avait été identifié, mais tu sais, ça restait quand même nébuleux, puis je pense qu'on n'avait pas vraiment le sentiment que c'était résolu parce qu'on savait rien sur cette histoire. Mais là, heureusement, aujourd'hui, on a un peu plus d'informations sur cette affaire, donc on en sait un peu plus sur la victime. Son nom était Christian Emiliano Lacunza. Il avait 25 ans au moment de son décès. Et là, c'est intéressant de voir son visage par rapport au portrait robot, ou même au visage, parce qu'il y avait des photos post-mortem, par rapport au visage de Lyle Stevick. En fait, moi, j'ai été surprise parce que Lyle Stevick, par rapport à son nom, puis même le portrait robot et tout, je pensais que c'était un homme blanc. Puis là, ça semble être un homme plus hispanophone. Et en fait, ce qui est complètement dommage et triste dans cette affaire, sa famille ignorait qu'il était décédé. En fait, il n'avait même pas signalé sa disparition parce que Lyle et sa famille avaient coupé les ponts depuis plusieurs années. Ses parents pensaient juste que leur garçon ne voulait plus leur parler, ça pourquoi il n'y avait plus vraiment de nouvelles. Mais non, il était décédé depuis tout ce temps-là. Fait que ça a dû tellement être un choc énorme de dire
ça c'est votre fils, il est mort, il s'est enlevé la vie il y a plusieurs années, mais eux, ils caressaient l'espoir peut-être qu'il allait revenir un jour, qu'il allait reprendre la relation. Ils ignoraient complètement qu'il était déjà décédé. Et ça a dû être un choc aussi énorme de voir qu'il y avait toute une communauté, qu'il y avait autant de gens qui essayaient de donner une identité à cet homme-là, non identifié, à ce John Doe-là, qui était leur fils finalement. Fait que leur fils est comme devenu célèbre après son suicide, mais eux l'ignoraient. Bref, c'est une histoire complètement tordue, très très triste, mais heureusement maintenant il y a une identité et la famille peut faire son deuil. L'affaire des frères Menendez. Donc selon lui, Lyle et lui sont sortis vers 20h pour aller voir le film Batman au cinéma. Quand ils sont rentrés à la maison, ils ont tout de suite remarqué la clôture ouverte. Et ils sont rentrés dans la maison, c'est là qu'ils ont aperçu de la fumée dans la maison qui provenait probablement des coups de feu. Après, ils ont vu leurs parents morts. Eric a immédiatement crié. Il est monté à l'étage pendant que Lyle a appelé le 911. Donc récemment, il y a eu quand même une bonne série sur Netflix sur l'affaire des frères Menendez, une série... c'est pas vraiment de fiction, mais c'était pas un documentaire. En fait, vous vous en douterez, quand j'ai du temps libre, je regarde rarement du true crime, à moins que j'en regarde pour faire une vidéo, ou quand c'est une affaire qui m'intéresse. Mais j'ai pas vu cette série, mais c'est sur ma to-do list, là. Je sais que je dois la voir. Apparemment que c'est très bon. Mais on me dit que dans cette série, les frères Menendez sont vraiment dépeints comme des criminels plutôt que des victimes. Et moi, quand j'ai fait mes recherches sur cette affaire-là, j'ai fait une assez longue vidéo sur l'affaire des frères Menendez. Moi, j'avais vraiment dans la compréhension que c'était des victimes. C'est un peu ça l'angle de ma vidéo. Fait que quand on me dit qu'ils étaient dépeints plutôt comme des criminels ou que c'était nébuleux, on savait pas si c'était des victimes ou des criminels. Bon, c'est sûr que c'est deux visions différentes, là. Pour le résumé rapide, là, les frères Menendez, donc Lyle et Eric Menendez ont été envoyés en prison en 1989 pour les meurtres de leurs parents dans leur maison de Beverly Hills. At the sensational Menendez brothers murder trial in California. I guess it's fair to say you thought both of these boys were rude to their parents, is that right? Yes. And that's what you came forward to tell these juries, that they were rude to their parents, is that right? Yes. And therefore they couldn't have been abused or molested because they were rude to their parents, right? Le procès des frères Menendez a été l'un des procès les plus médiatisés dans l'histoire des États-Unis. C'était vraiment une affaire complexe car les frères avaient été victimes d'abus sexuels, physiques et émotionnels de la part de leur père durant plusieurs années. Donc moi je vois ça un peu comme l'affaire de Gypsy Rose Blanchard, là. Oui, elle a tué sa mère, mais elle avait tellement été une victime pendant longtemps. Elle a été emprisonnée carrément de son propre corps à cause de sa mère, à cause du syndrome de Munchausen par procuration, là. Fait qu'elle a tellement souffert toute sa vie qu'elle est sortie de prison, puis les gens la voient plus vraiment comme une criminelle, là, on la voit plutôt comme une victime. Puis je pense que c'est un peu la même affaire pour les frères Menendez. Oui, ils ont tué leurs parents, mais ils ont tellement été victimes pendant plusieurs années, puis je sais que c'est vraiment pas ça, mais c'est quasiment un geste d'autodéfense. Je sais que c'est pas ça, mais ça peut être perçu de cette manière. She told me that if I would have kept my mouth shut, things might have worked out in the family. What did you think that meant? That meant that things had not worked out in the family, and I believed that she was going to kill us. Well, things had not worked out in the family, and whose fault was that? Mine, because I had told Lyle. And keeping your mouth shut, what did you think she meant? Shut about what? About the stuff between Dad and that I had told Lyle. So typically with children who were abused, neglected, sexually abused, physically abused, it's very common for the parents to put up a lot of protective factors, meaning shame and guilt and fear, and not wanting anybody to speak to the outside. And so I think that what he's saying makes complete sense. I can see that happening. I see that happen often. The blame is shifted onto the child, that if they hadn't spoken, none of this would have happened, and that it's their fault. Bref, ils ont été condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération. Puis à travers les années, ils ont fait des demandes d'appel, de libération, mais ça a toujours été refusé. Il y avait comme aucune chance qu'ils soient libérés. T'sais, ils ont été envoyés en prison quand ils étaient dans la jeune vingtaine.
Puis c'était comme, ben, passez le reste de vos vies en prison, puis il n'y a aucune chance que vous allez en sortir. I was quite shocked to find that he liked it in the jail. He said that for the first time in his life that he wasn't afraid that anybody was going to beat him up or rape him, as had been the case when he had been at home. Là, ça fait déjà 35 ans qu'ils sont derrière les barreaux et finalement, il y a une petite lumière au bout du tunnel. Je sais pas si c'est grâce à la série Netflix, je pense qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui se sont intéressées. Les démarches étaient déjà en cours de toute façon. Mais en mai 2025, donc ça vient tout juste de se passer, il y a un juge qui a changé leur sentence de prison à vie pour une sentence de meurtre qui est normalement entre 50 ans à prison à vie. Donc c'est dans cette marge-là, là, avec une possibilité de libération, ce qui vient vraiment changer toute la donne. Tu sais, t'es pas condamné à prison à vie, t'es condamné de 50 ans à prison à vie. Puis là, ils ont une chance d'avoir une libération conditionnelle. Fait que c'est vraiment... ça a l'air de rien, mais ça se pourrait très bien qu'ils soient libérés. Robert, this is it. This is the moment the brothers and much of their family have long been waiting for. Donc encore une fois, on va suivre ça de près. Le procès devait avoir lieu le 13 juin, mais a été déplacé au mois d'août. Donc carrément, là, je vais publier la vidéo. Ça va être comme la semaine prochaine que le procès va avoir lieu. J'espère qu'on va avoir des nouvelles positives pour eux. Puis on suit ça de près. Puis je vais en profiter pour vous montrer un cadeau que mon chum m'a donné là, à Noël passé. Attendez. Donc à Noël l'an passé, on s'est donné plusieurs cadeaux. Puis j'ai reçu une carte de baseball des Knicks. C'était Mark Jackson, un joueur de basketball. Puis il m'a donné ça, j'étais comme, ok, pourquoi? Puis il m'a dit, regarde bien la carte. Et c'est quand même fou parce que, je sais pas si vous voyez là, dans le background de la carte de baseball, il y a les frères Menendez. Il y en a qui disent que c'est pas eux. Il y en a qui disent que ça serait des gens qui leur ressembleraient. Mais c'est fou que... En tout cas, je vais mettre la photo, là, peut-être ici, là. Ça leur ressemble tellement. Puis on sait qu'ils ont tué leurs parents. Puis après, avec l'argent des assurances-vie, ils se sont payés plein de luxe, des nouvelles voitures, des montres, des nouveaux vêtements. Et des billets de saison pour les Knicks. Ou, je suis plus sûre, là, des billets de saison de basketball, genre front row. Fait que c'est fou, là, je la garde précieusement. Je suis pas du genre à collectionner des trucs de true crime de même, tu sais, je suis comme, c'est des victimes, là, tu sais, je vais pas me mettre à acheter des toiles créées peintes par des tueurs en série, on s'entend. Mais là, eux, moi, je les vois vraiment comme des victimes dans cette histoire-là, fait que j'ai beaucoup d'empathie pour ces gars-là. Voilà, je voulais juste vous la montrer, c'est très cool comme cadeau. Trying to explain why this happened, why we had the emotions that we had, and undoubtedly that was going to result in a prison sentence. I mean, you cannot vigilante take justice in your own hands, no matter how horrendous what happened might have been. La disparition de Jesse Duchesneau en 2023. Puis après ça, c'est là qu'il part du bord à pied. Puis là, il fait le chemin, là, d'où la caméra du FlexiGym au coin de la rue du Port, puis après ça, le souterrain. Un mois depuis la disparition de Jesse Duchesneau. Les proches de Jesse Duchesneau ne ménagent aucun effort pour le retrouver. C'est un deuil à faire dans la vie, là, c'est parce que t'as besoin de l'avoir physiquement, t'as besoin de... Tu peux pas rester dans le néant puis dire « Hey, dans 1 an, 2 ans, 6 mois, il va refaire surface, n'importe quoi. » Tu peux pas rester comme ça, là. Je vais vous faire un petit update rapide pour cette affaire parce que j'imagine que plusieurs d'entre vous sont déjà au courant. Là, j'en avais parlé dans mes médias sociaux. Mais je vois encore du monde qui vient de commenter cette vidéo-là, mon ancienne vidéo, genre, il a été retrouvé. Je le sais, là, c'est gentil de commenter. Je l'avais mis dans le titre, en fait, retrouvé. Puis j'avais pas fait de update là, officiel. Donc, le 4 novembre 2023, Jesse Duchesneau, de 19 ans, disparu dans la ville de Québec à la sortie d'un bar. C'était une affaire bien spéciale parce qu'on n'avait pas beaucoup d'indices, quelques-uns quand même, mais on était dans l'incompréhension totale face à cette affaire. Comment il peut sortir du bar puis disparaître, puis il a été vu sur des caméras de surveillance, il avait l'air à bien aller. Bref, qu'est-ce qui s'est passé?
Près de 6 mois après sa disparition, c'est finalement aujourd'hui que les proches de Jessie Duchesneau, 19 ans, ont obtenu une partie de la réponse. Eh bien, malheureusement, le résultat de cette affaire ne nous éclaire pas même plus. Le 20 avril 2024, quelques mois suivant sa disparition, le corps du jeune Jessie Duchesneau a été repêché dans le fleuve près de Saint-Michel de Bellechasse. On ne parle d'aucune incidence criminelle. Alors, il n'y a pas de traces de violence, si vous voulez, sur le corps qui a été retrouvé. Et après l'autopsie, il n'y a rien qui indique qu'il aurait été victime d'un acte criminel. Il s'agirait plutôt d'un accident, ce qui me rend perplexe parce que c'est vraiment comme toutes les disparitions de jeunes hommes là, dont j'ai parlé dans mes vidéos, dans mes livres. Disparition de jeunes hommes à la sortie d'un bar, des hommes dans la vingtaine, puis finalement, on les retrouve dans le fleuve, dans une rivière, dans un lac, et on sait pas ce qui s'est passé, puis il n'y a aucune trace d'acte criminel. Ça nous rend vraiment perplexes, c'est bien bizarre cette affaire-là. La théorie principale, c'est qu'il aurait peut-être été drogué à son insu ou pas, tu sais, peut-être qu'il aurait consommé, on sait pas, mais on pense que c'est à son insu parce que le bar où il est allé cette soirée-là, il y a plusieurs personnes qui ont été victimes justement de drogue camouflée dans des drinks. Ouais, il y a plusieurs personnes qui ont été droguées dans ce bar-là, puis il aurait tombé dans la rivière Saint-Charles s'il était déjà presque blackout. Là. Je sais pas si on va avoir plus de réponses un jour, mais bon, le corps a été retrouvé. Voilà. La disparition de Kevin Baloulal en 2023. Kevin était censé aller s'occuper du jardin d'une cliente et il ne s'est pas présenté. Et là, ça, c'est vraiment hors caractère, c'est vraiment anormal pour Kevin de faire ça parce que c'est un homme qui est normalement très assidu, très ponctuel, très respectueux de son horaire, impliqué à son travail. Jamais il manquait le travail juste comme ça, sans avertir. Moi, en lisant ça, j'ai pensé immédiatement que ça pouvait être comme un accident. Peut-être que quelqu'un aurait comme frappé Kevin pendant qu'il était en vélo, puis il aurait comme paniqué et se serait débarrassé de son corps. C'est super triste de penser ça, mais je dis c'est peut-être quelque chose de simple comme ça. Tu sais, ça reste un meurtre, là, mais c'est peut-être quelque chose comme ça. Encore une fois, on reste un peu dans le même type d'histoire. J'avais fait une vidéo sur la disparition de Kevin, de 36 ans, qui avait disparu en quittant son domicile là, dans la région de Saint-Lazare en mai 2023. La vidéo est en collaboration en quelque sorte là, avec sa sœur qui le cherchait, qui m'avait demandé de faire une vidéo. Sa sœur, que je suis encore sur les médias sociaux, c'est tellement une situation affreusement triste. Pendant que moi j'étais au poste de police, ils ont envoyé des enquêteurs à la maison faire des recherches. Ils ont fait le 300 mètres autour du domicile la même journée. Ils ont fouillé partout dans la maison, dans les cabanons, dans notre cour. Ils ont été formidables. Là, cette histoire était très mystérieuse. Là. Elle m'avait beaucoup touchée. En fait, Kevin, il était parti de chez eux avec son vélo, il me semble, puis il a disparu. Puis sa sœur était vraiment à bout de ressources. Elle savait plus comme vers qui se tourner parce que son frère, son meilleur ami, avait disparu, puis elle avait aucune idée de ce qui s'était passé. Encore une fois, sans trop donner de détails, mais le corps de Kevin a été retrouvé dans le boisé près de chez elle. Là, ça avait été fouillé, mais bon, il n'avait pas été retrouvé. Finalement, il a été retrouvé au mois d'octobre 2023 et rien n'indique qu'il s'agirait d'un acte criminel. On envoie toutes nos pensées et beaucoup d'amour à la famille de Kevin. Et voilà pour le update. L'affaire des Delphi Murders. Directly to the killer, who may be in this room. We believe you are hiding in plain sight. For more than 2 years, you never thought we would shift gears to a different investigative strategy, but we have. We likely have interviewed you, or someone close to you. We know that this is about power to you. And you want to know what we know. And one day, you will. A question to you. What will those closest to you think of
they find out that you brutally murdered 2 little girls. 2 children. Only a coward would do such a thing. We are confident that you have told someone what you have done. Or at the very least, they know because of how different you are since the murders. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas encore été arrêté. Puis comme les enquêteurs disent, je pense que le criminel, he's hiding in plain sight. Genre, il vit sa vie tout bonnement. Puis c'est peut-être encore là ton voisin, ton oncle, ton père. Puis il vit sa vie, puis on n'a juste pas encore découvert c'était qui. Il y a beaucoup de très, très, très gros cases, des grosses affaires qui ont été résolues récemment ou qui ont connu des gros dénouements, là. Et l'affaire des Delphi Murders n'en fait pas exception. C'était une affaire tellement médiatisée. On pourrait même mettre ça au même stade que Maddie McCann. Vraiment une affaire tellement triste, puis très mystérieuse, parce qu'il y avait un suspect, on entendait sa voix. On voyait une photo de lui de loin, fait qu'il y avait beaucoup de armchair détectives, des web sleuths qui essayaient de trouver c'était qui le coupable. Vraiment, ça a fait bouger la communauté. Il y en a qui sont devenus obsédés par ce case. Bref, c'est une affaire très, très importante. Je vous fais un court résumé pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire. L'affaire s'appelle les Delphi Murders, car ça a été commis dans la ville de Delphi, dans l'État de l'Indiana en 2017. Elle, donc c'est Abigail Williams et son amie Liberty German, toutes deux âgées de 13 et 14 ans, qui sont allées passer leur journée en plein air dans un petit parc à Delphi et qui ont finalement été retrouvées assassinées près du pont Monon High Bridge Trail. Et pendant longtemps, là, on cherchait le tueur, on cherchait à savoir ce qui s'était passé. On avait quand même quelques informations parce que cette journée-là, les filles avaient pris plein de vidéos, de photos sur Snapchat, et sur une des vidéos ou des photos Snapchat, on voit cet homme au loin. Ça, c'est complètement fou, tu sais, ils prenaient des photos, puis finalement, ils ont photographié leur tueur, sans savoir que cet homme-là allait les tuer. Fait que c'était le seul indice vraiment qu'on avait, pas mal le seul indice, sauf qu'on l'entendait parler. Donc c'était pas mal le seul indice qu'on avait sur leur meurtrier, mais aussi les filles ont réussi à l'enregistrer et on l'entend parler et ordonner aux filles de descendre la côte. Fait qu'on peut l'identifier grâce à sa voix. Il a seulement dit 3 mots. En fait, il a dit plusieurs mots, mais la police a seulement relâché 3 mots. Down the hill, OK? Donc, c'est cette courte phrase, ces 3 mots. Qui ont été publiés. Puis là, on demandait aux gens, au public, d'essayer d'identifier le tueur grâce à sa voix. Donc, si c'est ton père, ton conjoint, ton frère, sûrement que si tu vois la photo puis t'entends sa voix, tu vas être capable de l'identifier, surtout dans l'État de l'Indiana, dans cette ville-là, tu sais. Et ça a porté fruit parce qu'on a identifié le coupable. Aussi, la journée des meurtres, il y avait eu un témoin qui avait vu un homme qui portait des jeans, un jacket bleu et qui était couvert de sang et de boîtes. Fait que ça l'a permis de faire un portrait robot du tueur. Et aussi, donc j'avais déjà fait une vidéo update sur cette affaire pour vous dire le coupable, comment il a été arrêté et tout, là. Mais comme il y a un petit développement de nouveau, fait que je veux quand même vous le montrer. Mais je vais vous dire rapidement le update, c'est qui le coupable. Donc, il s'appelle Richard Matthew Allen, un père de famille dans la quarantaine qui travaillait à la pharmacie du coin à Delphi. Donc, c'était carrément un résident de la ville qui travaillait pas loin du parc, là, tu sais. Fait que je comprends pas qu'il ait pas été arrêté plus tôt que ça. Et c'est quoi les nouveaux développements là-dedans? C'est pourquoi je fais une vidéo, c'est qu'on a eu des nouvelles informations au procès. On savait que les 2 fillettes avaient été assassinées, mais on n'avait pas plus de détails. Là, j'étais comme, je le dis-tu? Tu sais, je dis-tu les détails morbides ici? Il y a même une vidéo, un enregistrement que la police a enfin publié. Est-ce que je vous en parle? Est-ce que je vous le montre? Probablement, vous l'avez déjà entendu. Mais aussi, je pense que moi, ça m'a vraiment aidé à comme closer l'affaire dans ma tête. Fait que je vais quand même vous les donner, les informations. Mais c'est très glauque, là, tu sais, c'est ça. J'ai vraiment longtemps débattu à savoir si j'en parlais. Mais
si vous voulez pas les entendre, skipper, mais bon. I can see you're getting pissed off. I understand. I was pissed off. Did you not see my wife? Did you not see these 2 girls dead? No, that's what happened. You got pissed off at them. You dragged them down a hill, and you killed. I'm done talking. Arrest me. Happy to. Là, on sait que la gorge des 2 filles a été tranchée. Abigail a été trouvée toute habillée, mais la petite Libby, non, elle a été trouvée nue. Well, I need to tell you something anyway. Okay. Are you sure you want to talk to me over the phone? I think I have to. Okay. I need you to know that I did this. What? No. No, you didn't, dear. There's no way. There's no way, dear. Love me. Quand Matthew Allen, là, il a vu les filles, c'est sûr, il a voulu les kidnapper pour les agresser sexuellement. C'était ça son but. Mais là, il a comme aperçu une voiture au loin, là, durant le début de l'acte. Il a paniqué, donc il a décidé de les tuer direct. Fait que, tu sais, ouais, c'est ça. Il voulait les agresser, finalement, il les a tués. Tu sais, au moins, les filles ont évité cette agression sexuelle-là. Mais genre, imagine si il avait vu la voiture avant de les kidnapper, genre, toute cette histoire serait pas arrivée. Bref. C'est terrible, mais il est maintenant en prison et sert une sentence de 130 ans, donc on s'entend qu'il sortira jamais. Mais le plus gros développement, je crois, c'est qu'on a enfin accès à la vidéo entière que les filles ont tournée cette journée-là. Fait qu'on voit l'homme, on voit les filles qui se font kidnapper durant l'enregistrement de la vidéo. C'est extrêmement troublant, mais moi, encore là, je l'ai vu, puis j'étais comme, OK, je suis contente quand même de l'avoir vu, fait que je vous la montre. There's no path going there, so we have to go down here. Hi. Donc, quelle horreur. Je sais pas comment, en tant que parent, en tant que famille, tu te remets de ça. Mais je pense qu'au moins, les familles ont comme une justice parce que le coupable est derrière les barreaux. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, là, vraiment de connaître l'affaire de A à Z, il y a un très bon podcast qui s'appelle justement Down the Hill, qui est très détaillé, qui a couvert l'affaire de A à Z, qui a parlé avec les membres des familles. C'est super bon. Moi, mon chum et moi, on écoute beaucoup de podcasts de True Crime. Je disais que j'écoutais pas de True Crime, mais souvent des podcasts de True Crime dont j'ai déjà parlé de l'affaire, ça me dérange pas parce que je veux en savoir plus, même si j'ai déjà couvert l'affaire. Puis j'ai pas l'impression de travailler puis de dire « faudrait que je prenne des notes, ça pourrait être une bonne vidéo, qu'est-ce que je vais retenir, qu'est-ce que je dois pas retenir inconsciemment. » Bref, fait que j'ai écouté ce podcast-là, mon chum connaissait pas l'affaire, donc on l'écoutait durant un road trip pour partir en vacances. Je vous le recommande. La disparition de Jennifer Hillier Penny en 2016. Ça le culpabilise 1000 fois plus de même pas lever le petit doigt pour retrouver son ex-femme. How do you feel when people suspect you had something to do with it? Well, I mean, people's going to suspect it, but I mean, I'm not going to feel bad over it because I didn't do anything, so... Je pense que les policiers veulent pas faire trop de gros moves en ce moment et ils accumulent toutes les preuves contre lui pour pouvoir l'arrêter et l'envoyer en prison quand ça va être le bon moment. Parce que s'ils accumulent pas assez de preuves puis qu'ils l'arrêtent tout de suite, ben... Tu sais, mettons, en cours, là, ils pourront pas le mettre en prison si les preuves sont pas solides. Donc, ça fait presque 10 ans que cette affaire a eu lieu. Pour vous faire un petit résumé, l'affaire a pris place en novembre 2016 dans la province de Terre-Neuve. On a Jennifer Hillier Penny, une mère de famille de 2 filles, qui passait la soirée chez son ex-mari, Dean, pour garder ses filles pendant que lui était parti à la chasse. Le lendemain matin, quand les filles se sont réveillées, les effets personnels de leur mère étaient encore là. Donc un sac à main, son téléphone, ses clés, etc. Et sa voiture était toujours stationnée dehors, mais Jennifer avait disparu, ce qui est
très, très, très inquiétant. T'sais, au moins, si sa voiture était plus là, son sac à main, tu dis, bon, elle est partie. Mais là, tout est intact, tout est encore là. Mais ta mère a disparu. I knew the difference, that she didn't just walk off and need a break. That was also said to me. Maybe she just needed a break. I'm like, Jennifer didn't need a break. On sait que Jennifer était en processus de divorce avec son mari, puis on sait qu'elle avait peur de lui. Elle avait même dit à une de ses amies que elle était pas mal sûre que Dean allait la tuer, puis en fait, il allait se débarrasser d'elle. Elle avait tellement un mauvais feeling qu'elle avait enlevé le nom de son mari sur son assurance vie, puis elle avait mis le nom de ses filles à la place, parce qu'elle se disait, ben là, il y aura plus de raison de me tuer s'il est pas sur mon assurance vie. Tu sais, vraiment, là, elle avait un mauvais feeling, et avec raison, parce que c'est bon de suivre son intuition. Elle avait une très bonne intuition. She made a decision, like she was getting stuff lined up, she wanted a divorce, she wanted to leave, and she wanted a new start from everything. Bref, c'est une autre histoire de féminicide, une autre histoire de femme qui quitte son mari puis qui se met plus en danger finalement, parce que c'est ça qui est terrible, tu sais. Une relation de violence conjugale, la femme est plus à risque de s'en sortir que de rester dans cette situation-là. C'est ça qui est terrible. Là, je dis pas rester dans des situations de violence conjugale. Au contraire, aller chercher de l'aide. Il y a des organismes qui sont là pour vous aider à vous sortir de là, vraiment en toute sécurité, qui vont vous donner un lieu où vous héberger de manière sécuritaire, de manière anonyme, confidentielle avec votre famille. Il y a de moins en moins de place, là, apparemment, mais quand même, allez chercher de l'aide. Mais bon, dans les féminicides, on voit que statistiquement parlant, la femme est plus en danger quand elle quitte son mari, son conjoint, son petit ami, que quand elle reste dans la relation. On December 15, 2023, investigators with the RCMP Newfoundland Major Crime Unit arrested 50-year-old Dean Penny, the estranged husband of Jennifer Hillier Penny. Donc le 15 décembre 2023, Dean Penny a été arrêté et envoyé en prison pour le meurtre de son ex-femme Jennifer, mais il est toujours en attente de procès. Les recherches se poursuivent là, depuis sa disparition, là, depuis 2016, puis il y a toujours des nouvelles recherches qui sont mises en place. Là. La police est loin d'avoir abandonné, heureusement. Today is free. What's up? The man that killed my mom is going to jail. I'm confident in that. And this is the start. This is what I fought for years. Là, juste en juin 2025, il y a encore eu des nouvelles recherches dans l'océan, près de la ville de Saint Anthony, où elle a disparu. Mais je crois vraiment que les enquêteurs espèrent trouver le corps. Eux, ils croient qu'il a été... il est dans l'eau, en fait. Ils croient que le corps est dans l'eau. Fait qu'en continuant les recherches, ils doivent avoir des indices quand même pour faire autant de recherches à un endroit précis. Donc, on lâche pas, on continue d'espérer que le corps soit retrouvé. Puis je pense que les développements à chaque fois sont assez importants, puis on espère que cette affaire soit résolue. I just want to make sure that he's convicted and gone away for a long time, and I want the world to know the answers, because we did fight for her story to be heard. I want everybody to know the details, and then I want to try to lay her to rest. La disparition de Madison Roy Boudreau en 2021. Tell me, what does it look like in heaven? Is it peaceful? Is it free like they say? On Tuesday, May 11th, 2021, at 11:18 p.m., the Bathurst Police Force received a complaint of a missing persons report. Madison Roy Boudreau was reported missing by her father. Donc la disparition de la jeune Madison n'est plus considérée comme une disparition, mais bien un homicide. Through the course of their investigation, officers were able to confirm that Madison got into a gray Ford Ranger pickup truck the morning of Tuesday, May 11th. Quickly, and with the assistance of the public, officers were able to identify and locate the truck in question. Donc, dans cette affaire, il y a eu quand même pas mal de développement parce que quand j'ai fait une vidéo sur l'affaire en 2021, il y avait comme aucun indice. En fait, il y en avait, mais il n'avait pas été médiatisé. T'sais, le public n'était pas vraiment au courant. Mais là, on a plus d'informations. Puis je vais vous dire vraiment, on sait pas mal ce qui s'est passé, puis on a un suspect très important dans l'affaire. Donc, petit résumé, l'affaire a eu lieu en 2021 dans la ville de Bathurst, au Nouveau-Brunswick.
on a la jeune Madison Roy Boudreau de 14 ans qui a disparu. Et à l'époque, les enquêteurs avaient dit assez rapidement qu'ils étaient persuadés qu'ils avaient affaire à un homicide plutôt qu'une disparition. Il n'avait pas dit pourquoi il pensait que c'était un homicide, mais rapidement, il avait annoncé sans donner plus de détails. Donc, il y a un certain Steven Lorette qui est un suspect principal dans cette affaire. Steven Lorette, un homme de 42 ans qui était un ami de la famille. Et c'est souvent ça, malheureusement. Tu vas souvent être victime de quelqu'un de très proche de toi plutôt qu'un inconnu, on s'entend. Steven Lorette, qui d'ailleurs est en prison en ce moment pour l'agression sexuelle d'une adolescente de 14 ans qui n'est pas Madison. Sinon, voici ce qu'on sait sur la disparition de Madison. On sait que le 11 mai 2021, la jeune Madison quitte le logement où elle vit. Elle habite avec son père, donc elle quitte tôt le matin vers 7h30 pour se rendre à son arrêt d'autobus. Et elle serait ensuite montée dans la camionnette de Steven Lorette, que je vous rappelle est un ami de la famille, c'est un ami de son père. Elle le voit, elle lui fait confiance, je ne sais pas si c'était prévu qu'il vienne la chercher, je ne sais pas s'il y avait un rendez-vous ensemble, mais elle monte à bord du véhicule de Steven. Le 14 mai, la police obtient un mandat pour fouiller l'auto de Steven et il y a des cheveux qui ont été retrouvés sur le banc passager, ainsi qu'une substance qui pourrait être du sang. Il y a 4 items qui ont été envoyés au laboratoire pour des tests. Donc, on parle de 2 bouts de tissu du siège passager, un torchon sale et un balai à neige qui semble taché de sang. Ils ont aussi trouvé un reçu du magasin Le Tigre Géant qui va s'avérer être... ce reçu, cette facture va s'avérer être vraiment cruciale dans l'enquête. En fait, on a appris en lisant le reçu. C'est fou qu'il ne se soit pas débarrassé de ça, mais 3 heures après la disparition de Madison, Steven Lorette est entré dans le magasin du Tigre Géant. On le voit sur les caméras de surveillance qu'il porte des chaussures brunes et en sortant du magasin, il avait à ses pieds des nouvelles chaussures, des chaussures bleues. Donc sûrement qu'il avait taché ses chaussures de sang ou de je sais pas quoi. Il est allé s'en débarrasser, s'acheter des nouvelles chaussures et comme ça, ni vu ni connu. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Donc, je crois que tout le monde sait que Steven est coupable, mais on essaie de trouver le plus de preuves possibles pour vraiment passer en cours. Et je crois que possiblement, on attend de trouver le corps de Madison. Voici pour le update. On attend de nouvelles informations, on espère, dans les mois à venir. La disparition de Jennifer Casey en 2006. Là, j'ai lu d'autres choses, ça m'a donné le frisson. Cette année, on a retrouvé des photos de Jennifer sur un site de rencontre à Knoxville, encore une fois au Tennessee. Ça se pourrait que Jennifer soit prise dans un réseau de prostitution, de trafic humain, elle n'est pas capable de s'enfuir et on a essayé de la vendre sur des sites de rencontre en prenant une photo d'elle qui existe déjà. Drew Casey and his wife got new information Monday from the Florida Department of Law Enforcement regarding their missing daughter, Jennifer Casey. All we need to know as parents is that the right things are being done now by the right people to try and find our daughter. Pour le dernier update, je vous parle de la disparition de Jennifer Casey qui a été vraiment médiatisée. Encore une fois, c'est l'une des premières vidéos dont j'ai parlé sur ma chaîne. C'est une affaire très très connue à cause de son aspect vraiment mystérieux. En fait, je pense que les gens vont obséder sur une affaire de true crime quand il y a quelques indices qui est donné au public, donc une photo floue ou pas, un enregistrement de caméra de surveillance, une voix. Et l'affaire de Jennifer Casey, on a une photo du suspect ou d'un homme qu'on croit être le suspect. Et il y a vraiment d'innombrables vidéos qui ont été faites sur le sujet. Même moi, là, ça faisait longtemps, là, j'ai dû aller relire pas mal sur cette affaire, mais j'étais comme, OK, je veux tellement que ça soit résolu, c'est tellement bizarre, mais je vous donne un court résumé. Là, Jennifer Casey avait 24 ans lorsqu'elle a disparu de son appartement de Orlando le 23 janvier 2006. Après sa disparition, la voiture de Jennifer a été retrouvée à 2 km de sa maison environ. Et ce qui rend cette affaire célèbre, c'est que sur les caméras de surveillance, on voit une personne qui sort de sa voiture. Donc, on a littéralement le suspect sur des photos de caméras de surveillance, mais les caméras sont trop floues, sont pas assez de qualité pour l'identifier parce que c'était des caméras qui ont pris comme des photos
Puis à chaque fois qu'on voit le suspect, ben c'est flou, on le voit de côté, mais on le voit comme sur les barreaux. On le voit pas nécessairement entre les barreaux. Donc, c'est pour ça que cette affaire est aussi célèbre. Puis on se demande qu'est-ce qui est arrivé, c'est qui cet homme-là, tu sais. It's great news to us. It's great news. It's better than sitting here saying, well, what are they doing? Are they doing the right things? Because they've never done the right things before. Mais là, le petit update, c'est pas un gros, mais c'est quand même un petit update. Les policiers ont maintenant des personnes d'intérêt dans ce dossier, ce qu'ils n'avaient pas avant, ou du moins ils le disaient pas publiquement qu'il y avait des personnes d'intérêt, mais là, ils le disent. Donc, on peut dire qu'on se rapproche tranquillement de la vérité. Peut-être qu'un jour, on va savoir ce qui s'est passé. People of interest list has shrunk considerably, and they are definitely on a trail of something, is what they're telling us. Secondly, Jennifer's case is no longer considered cold. Et c'est rien, là, je vous dis ça de même, je vous dis, ben là, il y a des nouveaux suspects, ok, fine, t'sais, what else, là, mais quand tu suis cette affaire depuis longtemps, c'est huge, c'est énorme comme développement parce que, ok, ils ont une liste de suspects, ça va être qui le dernier suspect sur la liste, puis c'est qui exactement, qui aurait pu s'en prendre à Jennifer qui était dans son appartement, qui a disparu de son appartement. Ça se peut aussi que la police sache exactement c'est qui le coupable, mais ils peuvent pas en parler tout de suite. Donc l'enquête est toujours active, on continue à suivre ça de près, puis voilà pour cette dernière affaire. Jennifer is not put in a corner or in a closet with us. Jennifer is very much part of our lives. We don't quit, we'll never quit, and we'll do whatever it takes to find Jennifer, period. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai donné les updates les plus importants récents. J'espère que j'en ai pas oublié. À chaque fois que je vois des updates sur des affaires, je l'écris dans mon téléphone pour comme ma prochaine vidéo, que j'aille du stock à vous donner. Mais je pense que c'est vraiment les updates les plus importants que moi j'étais quand même contente de vous partager. Et je suis vraiment désolée là. C'est ça maintenant, filmer avec un bébé, se réveiller toute la nuit, pas dormir. Mais là, ça fait comme 2 mois que je suis malade, puis c'est ça qui est fou avec un bébé, justement, c'est que, bon, lui il est malade, après c'est moi qui deviens malade, après c'est mon chum. Là, mon chum, il me le redonne à moi, puis après moi je le redonne au bébé, puis après... Ça fait 2 mois, presque 3 mois qu'on est toutes malades, la famille, on and off, là, puis là c'est moi. Fait que je suis vraiment essoufflée en parlant, j'ai un peu le nez bouché, mon cerveau il est comme pas tout à fait là, fait que je sais que je m'excuse beaucoup, puis quand mon monteur il me dit toujours... Arrête, t'es super bonne, c'est vraiment pas si pire, mais bon, je vais quand même m'excuser parce que on dirait que j'ai la misère à parler, puis je suis fatiguée, puis je suis essoufflée. Voilà, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans 2 semaines. N'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Over and out.